Pile. 10 heures pile. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. On débute la réunion immédiatement, comme convenu, à 10 heures. Et on a un conférencier intéressant. Rapidement, la musique qui jouait, Don't Give Up de Josh Groban, vous l'avez reconnu, c'est la musique qu'on a jouée pendant notre lancement à Humania en 2022, là, qu'on a joué il n'y a pas longtemps. Musique tout à fait appropriée. Don't Give Up, là, c'est dans le contexte actuel. Au nom du comité de direction, Lise, Christian, Robert et moi, on vous souhaite la bienvenue et merci d'être présents. Bienvenue à nos nouveaux courtiers. Je ne veux pas les nommer comme d'habitude, j'ai peur d'en oublier. Juste pour vous annoncer que Royal Lepage Humania est présent dans le Grand Nord. Pas en Abitibi, mais on a un nouveau bureau, un bureau satellite qui s'est ouvert à Notre-Dame-du-Lot, Notre-Dame de Pontmain. Vous regarderez sur la carte où est-ce que c'est, si vous ne le savez pas. Il y a des beaux lacs, des beaux plans d'eau, des immenses plans d'eau. Si vous avez des clients qui cherchent des bords de l'eau et qui n'ont pas peur de s'éloigner, c'est la place. Et la place incomparable. Il y a 3 courtiers Humania qui sont là. Il y a Richard Lauzon qui a beaucoup d'expérience, Marie-Claude Desjardins et Germain Bellé. On leur souhaite la bienvenue. On passe immédiatement à la présentation de Pierre Varry. Pierre, vous l'avez déjà entendu, il nous a parlé précédemment en réunion, comme celle-ci, des avantages fiscaux pour vos clients. Pierre va vous parler aujourd'hui des avantages fiscaux pour vous. On va parler d'incorporation. Le sujet, quand devrais-je m'incorporer et comment tirer avantage de mon incorporation? Donc, Pierre, planificateur financier, est-ce que Pierre est là? Est-ce qu'on peut céder la parole à Pierre immédiatement? Oui, bonjour François, ça va bien? Oui, très bien. Merci d'être là, Pierre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, je vais partager mon écran. Alors, bon matin à tous. Bon, voilà. Alors, vous voyez bien mon écran? Ça va, François? Bon, alors je présume que oui, sinon quelqu'un me reviendrait. Alors, écoutez, tout le monde, ce matin, on a quelques minutes. Oui, c'est bon, François? Parfait. Alors, ce matin, on a quelques instants pour parler de l'incorporation du courtier immobilier. Bien sûr que je n'irai pas dans tous les détails parce que c'est assez énorme là, ce qu'on peut faire avec une corporation. Mais ce matin, je veux surtout parler à ceux qui ne sont pas incorporés pour leur dire quand est-ce qu'ils devraient s'incorporer, quand est-ce qu'ils devraient penser à s'incorporer. Et ceux qui sont incorporés ou ceux qui ont en devenir, quelles sont les premières étapes à faire ou qu'est-ce qu'ils devraient faire avec leurs argent dans la compagnie? Nous, on est en planification financière, alors quand on a un client corporatif, bien, il y a des choses bien différentes à faire que lorsqu'on a un client personnel. Alors, on veut regarder certains aspects de ça ce matin. Pour les autres aspects qui sont, par exemple, ceux qui sont un peu plus complexes, le fiducie ou compagnie de gestion ou roulement de bâtisse dans la compagnie, bien là, il faut voir avec un fiscaliste, avec un CPA. Donc, ce n'est pas vraiment de ça dont on va parler ce matin. Là. On veut pas aller dans le nitty-gritty. On va essayer de survoler ce qui se passe pour les courtiers qui devraient s'incorporer et une fois incorporés, qu'est-ce qu'ils pourraient faire au niveau de leur placement. Ça va? Donc, en premier lieu, si jamais je regarde ici, c'est parce que j'ai mon autre écran, celui que je vous partage. Donc, en premier lieu, est-ce que je devrais m'incorporer ou est-ce que je ne devrais pas m'incorporer? J'ai entendu trop souvent des gens qui s'incorporaient, des courtiers qui s'incorporaient parce que c'était, on dirait, la mode, là, je dis ça comme ça ce matin, où leurs collègues étaient incorporés et ben, ils se disaient, moi, je fais à peu près le même chiffre d'affaires, donc je devrais être incorporé. Mais là n'est pas la question. Tu dois t'incorporer, entre autres, par rapport à tes besoins financiers. Donc, c'est bien sûr que, et là, quand on parle d'incorporation, on parle de gens qui ont un revenu important. Donc, c'est bien sûr que si on a au niveau personnel, après dépenses d'affaires, on paie des impôts importants parce qu'on a des revenus qui avoisinent 150 000 $ et on voit que tous les dollars taxés par la suite sont à 50 % de taux d'imposition. Bien sûr que si je m'en vais dans une incorporation, la corporation va payer, elle, que 20 % d'impôts. Dans cet exemple-ci, je parle d'un courtier qui s'incorpore seul ou avec une adjointe parce qu'il y a un test de 5 000 heures rémunérées qui doit être fait. Là. Si jamais vous avez 2 adjointes, 3 adjointes,
bien sûr que vous dépassez le 5 000 heures et à ce moment-là, on parlera peut-être de 12 d'imposition. Bref, il y a toutes sortes de règles techniques qui vont s'appliquer dépendamment de votre situation personnelle. Mais ce matin, je veux essayer de faire ça le plus simple possible parce que quand on parle d'incorporation, ce n'est pas toujours très simple. Mais on va parler d'un courtier qui s'incorpore lui-même ou avec une adjointe. Donc, il n'y aura pas le test de 5 000 heures. Donc, ça sera en dessous de 5 000 heures, ça sera un taux d'imposition de 20 bien sûr qu'entre 50 de taux d'imposition puis 20 de taux d'imposition, il y a toute une marge. Mais la différence à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là supplémentaire? Dans un premier temps, on va voir qui est-ce qui devrait s'incorporer. Il y a plusieurs comptables qui disent que tu dois t'incorporer si, après tous tes calculs, il te reste au moins 30 000 dans tes poches. Voyons voir quel calcul on doit faire. Alors, quelqu'un qui, au niveau personnel, aurait 250 000 de revenus imposables, a des dépenses d'affaires de 100 000 donc un revenu de 150 000 on pourrait être des REER pour 25 000 soit 18 du 150 000 et je ne prêche pas pour ma paroisse. Dans le calcul, il faut vraiment penser économie parce que dans la corporation, ça va être des économies aussi. Donc, il reste 125 000 de revenus imposables pour l'individu. Il paie 40 000 d'impôts, il lui reste 85 000 et donc, son coût de vie est de 85 000 il ne lui reste rien. S'il ne reste rien, ça ne vaut pas vraiment la peine de s'incorporer. Parce que prenons les mêmes chiffres et on les envoie dans une corporation. Donc, la corporation aurait fait 250 000 avec 100 000 de dépenses. La corporation aurait eu 150 000 de revenus imposables. Je ne m'excuse pas de revenus imposables, mais de revenus bruts. Elle aurait dû verser 125 000 de salaire à son employé pour que l'employé avec 125 000 puisse payer ses 40 000 d'impôts et avoir son rythme de vie, vous me suivez? Donc, il resterait à la compagnie 25 000 sur laquelle elle paierait 20 d'impôts. Il lui resterait 20 000. Donc, il reste 20 000 dans la compagnie. On remarque que l'argent est toujours dans la compagnie et pas dans les poches du propriétaire de la compagnie ou du courtier. Là. Donc, l'argent est dans la compagnie comme l'argent est dans un REER. Elle n'est pas vraiment encore dans les poches. Mais il n'y a pas vraiment de grande différence. Vous voyez, alors, et comme les comptables disent, pour tout le travail que ça demande, toute la gestion que vous avez à faire, ça vaut la peine qu'il reste au moins 30 000 dans la compagnie. Si je prends un autre exemple, avec quelqu'un qui gagnerait 350 000 avec 100 000 de dépenses d'affaires, donc un revenu imposable, un revenu de 250 000 28 000 de REER qui est le maximum annuel pour l'instant, donc un revenu imposable de 222 000 sur lequel il paierait 90 000 d'impôts, il lui reste 132 000, il a son rythme de vie de 85 000, il lui reste 47 000, ça vaudrait la peine qu'il pense à s'incorporer parce qu'il lui reste plus de 30 000 ça va? Et l'exercice fait dans la corporation, si on le simule, on a le même 350 000 avec 100 000 de dépenses, donc 250 000 de revenus, 125 000 qui devraient être versés au courtier pour son rythme de vie. Il reste 125 000 imposables dans la compagnie. La compagnie paye 20 d'impôts et il lui reste 100 000 donc, c'est très valable, très justifiable de pouvoir s'incorporer pour cette personne-là. Et ce que je rajouterai, il faudrait que ça soit annuel. Là. Je veux dire, si c'est arrivé juste une année, j'ai vendu trois condos de 2 millions, peut-être qu'il faudrait y penser. Là. Mais si c'est récurrent, oui, on commence à penser à aller voir son CPA puis s'incorporer. Donc, on s'incorpore, on part. Si jamais vous avez besoin d'une compagnie de gestion, j'en parle pas plus que ça ce matin. La forme devra être celle-là, mais c'est rare que les courtiers ont des compagnies de gestion, à moins d'avoir énormément de revenus, mais normalement, votre compagnie de courtage à votre retraite devient votre compagnie de gestion. Elle est transformée, on change le nom. C'est votre compagnie de gestion et vous tirez des dividendes de là. La fameuse question, salaire ou dividende? Bon, si on joue dans des eaux là, de quelqu'un qui a des raisons de s'incorporer, mais pas quelqu'un qui a des revenus au-delà de 5, 6, 7, 800 000 de revenus dans la corporation, on va vous dire qu'un dividende, verser un dividende ou verser un salaire, c'est à peu près la même chose au niveau fiscal parce qu'il faut comprendre que la compagnie paie un certain impôt sur le dividende versé et l'individu paie un impôt sur le dividende reçu. Au total des deux, c'est à peu près la même chose que si la compagnie avait versé un salaire à Joe Blow. Joe Blow se serait imposé un peu plus fortement, mais la compagnie aurait eu une déduction. Donc, c'est à peu près la même chose, mais ça, c'est à voir avec votre CPA. Qu'est-ce qui devrait être fait?
personnellement pour vos choses. Des fois, les gens vont préférer le salaire jusqu'à un certain niveau, ou quelqu'un qui pense avoir un enfant et qui va avoir la RQAP, ben, il devra se verser un montant de salaire. Si vous voulez recevoir la RRQ à votre retraite, ben, vous devez cotiser sous forme de salaire. En fait, vous versez un salaire pour pouvoir cotiser à la RRQ. Donc, c'est toutes des choses auxquelles vous devrez penser éventuellement et qui peuvent être changées d'année en année, là, mais on trouve une façon pour nous et habituellement, on la garde. Est-ce que je devrais rouler mes bâtisses dans la compagnie? Pas tout à fait. Encore là, les comptables nous disent que oui, c'est faisable, il n'y a pas de problème, mais normalement pas, pour différentes raisons qu'on va passer sous silence ce matin. Mais oui, il est possible de rouler les bâtisses dans la compagnie. Au niveau des assurances, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, je suis incorporé. Bien, mon assurance vie que j'avais, je devrais la transférer à la corporation, dépendamment du type d'assurance. Il y a des types d'assurance qui se transfèrent très facilement. D'autres, il faut qu'il y ait un actuaire qui s'implique. Mais grosso modo, oui, on transfère ou on achète une police d'assurance vie à même la compagnie. Pourquoi? J'en glisse un léger mot, mais il y a quelque chose qui existe dans une compagnie qui s'appelle un CDC, un compte de dividendes en capital. Et par ce compte-là, on peut verser à l'actionnaire des dividendes sans impôt. Et donc, la compagnie, on sait aussi, on a vu les taux d'imposition, la compagnie paie moins cher de taux d'impôt, donc ça prend moins de revenus bruts à la compagnie pour dégager les mêmes argents pour payer la police d'assurance vie que si c'était l'individu qui, lui, serait taxé à un haut niveau, donc aurait besoin de plus de revenus. Donc, c'est pour ça qu'on met la police d'assurance vie dans la compagnie. Et si jamais l'actionnaire décède, bien, la compagnie va recevoir la prestation d'assurance et elle pourra être versée libre d'impôt presque entièrement aux héritiers. Donc, c'est pour ça qu'on met l'assurance vie dans la compagnie. Au niveau de l'assurance invalidité, c'est plus personnel que ça devrait être détenu parce que si la corporation paie la police d'assurance invalidité, ben lorsque le courtier va être invalide, c'est la corporation qui va recevoir les argents et devra le transmettre au courtier après imposition. Donc, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Le courtier devrait payer lui-même son assurance invalidité et de ce fait, va recevoir pleinement et entièrement l'assurance invalidité non imposable. Ça va? Pour ce qui est de l'assurance maladie grave, je n'ai pas le temps d'expliquer exactement c'est quoi une assurance contre les maladies graves, mais bref, la majorité des réclamations se font lorsque les gens ont un cancer, une crise cardiaque ou un ACV. Alors, à ce moment-là, il y a une police qui prend forme, et pas qui prend forme, mais il y a une prestation qui prend forme et elle est versée à l'individu. Par contre, en assurance maladie grave, il peut y avoir remboursement des primes à échéance totalement à 100%. Donc, on peut prendre une assurance, payer les primes, et si on n'a pas réclamé, bien, à la fin, on demande le remboursement à 100% de toutes les primes payées pendant 10, 15, 20 ans, peu importe. Ça va? Donc, l'avantage, lorsqu'on a une corporation, bien, on peut dire, en fait, mon avis à moi, l'individu, Joe Blow, devrait avoir une assurance maladie grave pour lui-même. Ensuite de ça, il y a une façon, au niveau fiscal, de sortir des argents de la compagnie sans impôt. Bref, il faut y avoir un motif assurable, mais là, la compagnie va assurer en maladie grave Joe Blow. Donc, la compagnie va payer la prime pour assurer Joe Blow. Mais Joe Blow, lui, parce que le contrat est fait en deux parties, va prendre la portion de remboursement des primes au cas où il n'y aurait pas eu de réclamation. Donc, après 15-20 ans de paiement par la compagnie a payé à la compagnie d'assurance des primes pendant 20 ans de temps pour assurer en maladie grave Joe Blow. Et après 20 ans, Joe Blow met fin à la police et il réclame toutes les primes payées par la corporation et par lui-même sur cette police-là. Donc, tous les argents qui ont donc sorti de la compagnie, sont allés vers la compagnie d'assurance, retournent dans les poches de Joe Blow sans imposition. Donc, assurance maladie grave à prime partagée que l'on appelle. Ça va? Optimiser, excusez-moi, votre revenu de retraite. Bien, chez nous, ce qu'on doit voir, parce qu'on a parlé de taux d'imposition, on a parlé de revenus dans la compagnie, bravo, on s'incorpore, c'est beau, on va aux assurances. Maintenant, il y a des placements qui vont se faire dans la compagnie. Parce qu'on a vu que vous laissez minimalement
30 000 $ par année dans la corporation, après vous êtes payé. Donc, si vous laissez 30, 40, 50, 60 000 $, bien, ça s'accumule, ces argents-là. Et il va y avoir des revenus que la compagnie va tirer de ces placements-là. Ces revenus-là, on appelle ça des revenus passifs. Et ces revenus passifs-là ne doivent pas dépasser 50 000 $ par année, sinon vous allez perdre la déduction pour petite entreprise. Et donc, la déduction pour petite entreprise va faire en sorte qu'une fois perdu, vous allez payer dans la corporation un plus gros taux d'imposition. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, notre travail à nous, c'est de voir à bien diversifier votre portefeuille corporatif et je dirais même aussi avoir votre portefeuille personnel. Oui, bien voilà, je disais, vous allez payer présentement 20 %. Si on perd la déduction, en fait, tous les revenus de passifs sont taxés à 50 % dans la compagnie. Vous allez voir qu'il y a un petit twitch qui fait en sorte que c'est beaucoup moins que ça à la fin. Et il y a certains placements que l'on va privilégier dans la compagnie pour justement que ça coûte le moins cher possible à la corporation. J'en ai glissé un mot tantôt, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais il y a quelque chose de fort important dans une compagnie, c'est ce qu'on appelle le CDC ou le compte de dividendes en capital, par lequel, je l'ai mentionné tantôt, on peut verser à l'actionnaire un dividende sans impôt. Et il y a aussi l'IMRTD, l'impôt en main remboursable au titre de dividende. C'est une partie de l'impôt que la compagnie a déjà payé lorsqu'elle vous a payé un dividende. Je l'ai dit tantôt que la compagnie payait un certain montant, là, bien, elle va pouvoir récupérer cette somme-là lorsqu'elle verse aussi un autre dividende, donc l'IMRTD qui est à tenir en compte. Mais parlons surtout du CDC. Donc, là, changez votre mindset. Vous avez une corporation, vous laissez de l'argent dans la compagnie, vous devez faire des placements. Ces placements-là vous rapportent. Quel type de placement doit-on faire? Bien, si la compagnie fait un placement qui rapporte des revenus d'intérêt, donc un placement très conservateur, ou un revenu de dividende ou un gain en capital, bien, il ne restera pas la même chose, le même argent dans la compagnie. La taxation ne sera pas la même. Et l'on voit ici, au final, je ne parlerai pas de l'IMRTD, mais il y a un impact fiscal positif qui se crée, et ce qui fait en sorte que le revenu d'intérêt généré par les placements dans la compagnie vont coûter 19 % d'impôt, 19,5 % d'impôt dans la compagnie. Le revenu de dividende, 0. Et le gain en capital, donc j'ai placé en actions, j'ai fait du profit, on a vendu les actions, on a du gain en capital, bien, ça va coûter 9,75, disons 10 % d'impôt. On aurait tendance à croire qu'on va aller vers les revenus de dividendes. Ouais, c'est pas méchant du tout. Mais on aurait plus tendance à aller vers le gain en capital. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai généré du gain en capital, la moitié est taxable, la moitié est non taxable. La moitié taxable, bien, on paye l'impôt dessus. La moitié non taxable crée du CDC ici. Alors donc, si j'ai généré 10 000 $ de gain en capital, il y a 5 000 $ de gain qui s'en va dans le CDC et éventuellement, je pourrais verser 5 000 $ de dividendes à mon actionnaire sans impôt. C'est très important. Alors, si on regarde, et je ne veux pas vous enfarger dans les chiffres sur la terre, on va aller à la conclusion assez rapidement, mais ce sont les mêmes choses que j'ai un revenu d'intérêt d'un dividende ou d'un gain en capital. Vous voyez que si la société a fait 1 000 $ de gain, peu importe le type de placement, bien, à la fin, ce qui reste dans les poches, une fois que la compagnie s'est taxée, une fois que l'individu s'est taxé à haut niveau, hein, on s'entend, bien, il resterait seulement 418 $ après le revenu d'intérêt dans les poches de l'actionnaire, 599 en dividende et 709 en gain en capital. Donc, nous autres, on va privilégier le gain en capital dans votre société au niveau des placements parce que justement, l'impact est tellement important au niveau fiscal ça fait qu'il vous reste beaucoup plus d'argent dans vos poches. Bien sûr, je dis ça, mais les gens vont dire, ben oui, mais on ne peut pas être juste en action, puis là, ça n'a pas de sacré bon sens, on va être bien trop à risque. Oui, mais l'individu, lui, on parle de la société ici, mais vous avez une société, vous avez des placements non enregistrés, possiblement, vous avez des REER, vous avez un CELI, bon, vous avez une conjointe qui a peut-être un CRI, une rente, peu importe. Bien, on doit tenir compte de tous ces facteurs-là pour essayer de bien diversifier les placements pour que un peu partout, ça coûte moins cher en impôts. Donc, on sait que tout ce qu'on sort de nos REER est taxable, hein, on le rajoute à notre revenu imposable, alors que si je reçois un dividende de la compagnie ou la compagnie fait un gain en capital et qu'elle me le distribue, on a vu que ça coûtait moins cher. Donc, les gains en capitaux qui sont générés par des placements en actions qui sont un peu plus risqués, bien, on va avoir tendance à les mettre dans la compagnie
ou dans le placement non enregistré, ou même dans le CELI. Mais le REER, lui, va devenir hyper conservateur parce que de toute façon, on a besoin d'une portion une portion conservatrice dans notre portefeuille et tout ce qu'on sort du REER est taxable. Fait aussi bien mettre la portion conservatrice dans le REER et jouir des avantages fiscaux que nous procure une corporation ou encore un CELI ou un non enregistré, un placement standard. Donc, si je résume, ce que je devrais mettre dans une corporation, idéalement, dans une corporation, le portefeuille devrait être 100% en actions parce que je veux déclarer du gain en capital et je vous ai dit tantôt, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, le gain en capital va s'accumuler avec le temps, mais nous, notre travail aussi, c'est qu'à chaque année ou 2 ans ou 3 ans, dépendamment des profits qui sont générés par la corporation en gain en capital, bien, on va déclencher du gain en capital, on va vendre les placements pour pas qu'à un moment donné, la bulle soit tellement grosse qu'on arrive avec 75 100 000 $ de gain en capital. On a vu tantôt qu'on perdrait la déduction pour petites entreprises. Donc, notre travail, c'est d'aller déclencher régulièrement du gain en capital. Ça va créer quoi? Du CDC. Fait un jour, à un moment donné, après ça, quand on vous sort du dividende, bien, on vous sort du dividende libre d'impôt. Bravo, c'est avantageux pour vous. Puis, on ne perd jamais la déduction pour petite entreprise, parce que jamais on va se rendre à 50 000 $ de gain en capitaux ou de revenus de passifs. Donc, déclarer du gain en capital régulièrement, s'assurer d'un taux d'imposition faible, on a vu l'impact tantôt, pour verser des dividendes libres d'impôt, je viens de vous le mentionner, et éviter de déclarer 50 000 $ de revenus de passifs et perdre la déduction pour petite entreprise. Autre type de placement, entre autres, il pourrait y avoir dans une corporation, pour le côté un peu plus conservateur, mais des actions privilégiées. Je n'entrerai pas dans tous les détails, là, mais la fluctuation d'une action privilégiée est très minime, mais elle verse de beaux dividendes. Et on a vu tantôt que les dividendes peuvent être aussi intéressants fiscalement dans une corporation. Donc, ce serait un atout aussi que d'avoir des actions privilégiées. Et bien sûr, on n'est pas très porté sur la chose au Québec, mais les assurances vie entière devient aussi une option pour un placement très conservateur au niveau de la corporation lorsqu'on a un besoin en assurance vie, bien sûr. Création du plan vivant R. Chez nous, Groupe Investors ou IG Gestion de patrimoine, bien sûr, je vous parle on l'a vu tantôt, vous allez posséder une corporation, vous allez posséder des REER, des CELI, des non-enregistrés, votre conjointe, il faut avoir des placements. Bien, tout ça doit être tenu en compte lorsqu'on fait le travail de planification de retraite. Et ce travail-là se fait au début, se fait pendant votre vie active pour que vous ayez une bonne idée de ce que vous devez faire pour arriver à vos objectifs. Et lorsque vous arrivez à la retraite, encore aussi important sinon plus, bien, on doit voir au décaissement de ces actifs-là. Donc, d'où on sort ces actifs-là année après année. On ne vide pas bêtement un REER comme ça, puis après ça, on n'a plus vider un CELI et ainsi de suite. Là. Il y a un travail fiscal à faire de notre part pour faire en sorte qu'on va maximiser les retraites que vous allez faire de vos placements pendant toute la durée de votre retraite. Donc, c'est ce que l'on doit faire. Donc, on doit tenir compte de tous vos types de placements, vous, votre conjointe, incluant la corporation, bien sûr. Et tout ça, ben, j'en ai parlé, j'aurais pu passer cette portion-là aussi. Mais bien sûr que là, on a différentes analyses à faire et différents décaissements à faire. Et tout ça est analysé année après année lorsque l'on vous rencontre. Donc, notre raison d'être chez nous, c'est effectivement votre bien-être financier, c'est-à-dire maximiser vos avoirs par rapport à la fiscalité, maximiser vos avoirs par rapport au type de placement que vous devriez détenir, soit dans la corporation personnelle de toutes sortes, vos conjoints, CELI, REER et fonds de placement. Pas fonds de placement, mais fonds de pension, je m'excuse. Alors donc, de voir à tous ces aspects-là, voir aussi à s'assurer que vous êtes bien assuré au niveau vie, invalidité, maladie grave, parce que vous êtes votre propre business. Donc, si jamais vous ne pouvez pas travailler pour un certain bout de temps, bien, l'entreprise en souffre. Donc, il faut voir à bien vous assurer. Donc, je pense avoir fait le tour de la question. J'ai fait un peu rapidement, je voyais le temps filer. Je n'ai pas eu de questions. Je ne sais pas si vous en avez. J'ai essayé de faire le tour pour ceux qui ne sont pas incorporés ce matin. J'ai essayé de faire le tour pour ceux qui vont s'incorporer. Qu'est-ce qu'ils devraient faire en premier lieu? Ceux qui sont déjà incorporés, voir à vos placements pour ce qui nous regarde, les fiducies et ainsi de suite. Je répète, ce sera plus avec votre comptable, votre fiscaliste, et on y verra. Si on doit faire des placements dans une fiducie, on les fera. Mais au niveau fiscal, par rapport à votre corporation de base, alors vous et une adjointe,
même vous et 2-3 adjoints, alors que vous allez avoir un taux d'imposition différent, on doit voir à bien planifier vos placements et bien les gérer année après année pour s'assurer que fiscalement, ça vous fasse le moins mal possible. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, merci. Je n'ai pas de questions actuellement et le temps avance. Pierre, un gros merci pour ça. Vous avez, à vous tous, devant l'écran, les coordonnées de Pierre. Vous pouvez communiquer avec lui. Et je peux vous dire, Pierre, tu as des clients, des courtiers qui sont déjà clients avec toi pour les placements. Là. Tu es familier avec le courtage immobilier. Oui, ça fait à peu près 26-27 ans. En fait, ça fait 25 ans que je suis chez IG, mais ça fait presque 30 ans que je travaille avec les courtiers immobiliers parce que j'étais avec le Centre québécois de formation en fiscalité auparavant. Alors, oui, je connais bien votre réalité et j'aime bien travailler avec vous. Merci bien. Gros merci. Et, un plaisir. On va, évidemment, les courtiers qui sont intéressés à s'incorporer, je pense, auraient tout intérêt à parler à Pierre avant de faire quoi que ce soit. Vous avez coordonné Pierre. Pierre, merci de ton précieux temps. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci bien. Un plaisir. Bonjour. Prochain sujet, il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Il y a François Noël qui a géré la distribution des unités de formation continue lors du lancement Humania 2022, tout récemment, là, le 16. François évidemment été impliqué dans le monde de la formation et les UFC, ils connaissent ça. J'ai demandé à François de brièvement, très brièvement, de venir présenter son programme et dans votre intérêt. Est-ce que François est là? Oui, M. Léger. Merci bien, François. La parole est à toi. Excellent. Mais merci, M. Léger, pour l'invitation à votre rencontre là, ce matin. Je ne prendrai pas trop de votre temps. Certains d'entre vous me connaissent aussi pour avoir été à la Commission scolaire des découvreurs dans le temps qu'on offrait les formations Camp de base et Everest. Là. Maintenant, je suis à la retraite du secteur public. Alors, ces problèmes-là existent encore, évidemment, mais le problème qu'on avait à l'époque, c'est que les courtiers devaient être à des heures fixes, en semaine, en journée, pour être capables d'avoir leurs UFC. Donc, quand j'ai quitté le centre de formation, j'ai créé des formations en auto-formation. Donc, c'est des gens qui vont aller chercher leur formation 2 jours, 2 soirs. J'en ai même qui font ça de nuit. Alors, la formation, l'entreprise s'appelle Formassimo, Formas-IMO. C'est pour Bravissimo, Pianissimo, puis Formassimo. Donc, c'est des formations qui sont déjà accréditées par l'OACQ et j'en ai d'autres qui s'en viennent en accréditation. J'en ai une présentement qui est en instance. Alors, depuis le 1er novembre 2021, j'ai déjà 150 personnes qui sont inscrites à vos formations. Ça va très, très bien. Les formations s'intitulent « Le temps au service du courtier immobilier ». On a l'efficacité d'une qualification stratégique des clients, les outils de productivité du courtier immobilier et les stratégies comptables et fiscales au profit du courtier immobilier. Alors, comme les gens sont libres d'écouter ça quand ils veulent, ben, chaque jour, moi, je vérifie qui a fait la formation et je déclare les UFC dans leur dossier à l'OACQ. Bon, évidemment, on est en auto-formation. L'OACQ a des exigences. Là, ceux qui ont assisté au lancement mercredi dernier, vous avez vu des réponses, des questions popper à l'écran. C'est ça le principe. Dans les auto-formations, il y a des questions qui popent à l'écran pour être capable que le courtier réponde, pour valider sa présence. Et une deuxième exigence de l'OACQ qui nous dit qu'il faut qu'il puisse répondre à un questionnaire de validation qui sont sur les thèmes de la présentation. Donc, c'est 5 questions à choix multiples. Là, ça prend juste quelques minutes. Puis, ça va très, très bien. Ce n'est pas compliqué à répondre. Là, ce qui est intéressant, c'est que les formations sont offertes depuis le 1er novembre 2021 à rabais. Là. On parle de 108 $ pour 12 UFC. Ça revient à 9 $ de l'UFC. C'est vraiment pas cher. Là. Et c'est exclusivement offert au courtier Royal Lepage présentement. Donc, avec Royal Lepage Québec, vous avez eu des invitations à vous y inscrire depuis le 1er novembre dernier. Manquez pas votre coup parce que la concurrence là, dans les UFC à auto-formation, c'est 30 ou 40 pièces de l'UFC. Ça chiffre vite au point de vue de la facture. Donc, tout ça est en auto-formation, puis vous pouvez régler ça aujourd'hui. Vous avez juste à aller vous inscrire sur le site et puis automatiquement, vous allez être… on va vous envoyer un courriel pour faire le virement Interac, puis vous allez avoir accès aux formations. Puis ces formations, même si vous les payez aujourd'hui, vous avez jusqu'au
30 avril 2023. C'est la fin du cycle des UFC. Donc, vous avez du temps en masse. Là. Vous pouvez payer aujourd'hui, puis je n'ai pas le temps d'écouter ça. Là. Ben, vous l'écouterez cet été ou à Noël prochain, ce n'est pas un problème. Vous avez jusqu'au 30 avril 2023 pour faire le visionnement. Donc, c'est ça l'essentiel de la présentation que je voulais faire ce matin. Merci, M. DG, d'avoir pris, m'avoir invité. Alors, les gens peuvent me joindre là, au 88 929 7608 ou bien par le site www.formas-imo.com ou bien par courriel à inscription@formas-imo.com et on va pouvoir vous donner le service qu'il faut. François, merci. Je veux plus lentement que tu répètes tes coordonnées pour être sûr que les courtiers qui écoutent ont le crayon dans les mains et sont capables de le noter. Alors, par téléphone, 418-929-7608 ou bien sur le site là, à www.formos-imo.com. formos-imo.com. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir vous inscrire. François, un gros merci. Merci à vous. Au cadeau-là que tu nous fais. À bientôt. Ça va? Au revoir. Mot de la fin. Mot de la fin, j'en ai pour 2 minutes, 3 minutes maximum. J'aimerais ça retourner sur certaines notions qu'on vous a présentées mercredi dernier au lancement Humania 2022. Brièvement. Écoutez, c'est clair, là. Je ne veux pas que vous en doutiez pendant une fraction de seconde. Les ventes vont être au rendez-vous. Les ventes vont être au rendez-vous. C'est déjà là, on l'a vu en janvier, février aussi. En 2022, là, ça se peut, je dis bien ça se peut que la quantité de transactions soit légèrement inférieure à 2021. Je dis bien les transactions. Par contre, le total des rétributions versées en 2022 sera identique ou non plus élevé qu'en 2021. Pourquoi je dis ça? Les unités de transaction, c'est une chose, mais les prix de vente, c'est une autre chose. Et actuellement, là, vous l'avez entendu, au lancement Humania le mercredi dernier, tous les experts s'entendent pour dire qu'il va y avoir quand même des augmentations dans les prix de vente de l'ordre de 4 à 8 Bien, ce n'est pas compliqué, là. La rétribution que vous recevez, elle est rattachée au prix de vente que vous avez. Donc, en principe, là, il n'y a aucun problème à faire le même revenu que vous avez fait en 2021, sinon plus. Là, c'est peut-être parler à Pierre Varu pour savoir si vous devez vous incorporer ou quoi que ce soit. L'autre chose qu'on constate, c'est que l'inventaire est en hausse. Peut-être ceux qui sont en promesse d'achat multiple ne le constatent pas, là, mais les chiffres sur Centris Matrix nous indiquent que l'inventaire commence à augmenter. On va peut-être se retrouver vers un marché un peu plus équilibré. Aujourd'hui, j'ai demandé à Cynthia de vous présenter une diapositive de la présentation de Nathalie Lambert. Elle l'a bien illustré. Vous avez à décider dans quelle rangée vous avez choisi de vous positionner. Dans quelle rangée vous allez vous positionner? Hein? Vous en voyez 3. Il y a la file pour critiquer. Ça, vous êtes familier avec tout ce monde-là. Là. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de constructif. C'est strictement négatif. Il y a une autre file qui, eux autres, sont peut-être plus proactifs. Eux autres, ils disent, regarde bien ça, moi te dire comment le faire. Moi te dire comment faire puis quoi faire ou quoi que ce soit. Ça, c'est la deuxième file. Mais il y en a une autre file. Hein? Il y en a une autre file, une autre ligne, et ce sont les personnes qui se roulent les manches, comme on a dit, les personnes qui passent à l'action et les personnes qui accomplissent les choses. On vous a dit, là, la récolte est là, il s'agit d'aller le cueillir. J'aimerais ça, merci Cynthia, j'aimerais ça revenir à terminer la réunion avec un petit dessin c'est-à-dire une petite image qui, d'après moi, traduit très bien ce qu'il y en est. Alors, regardez bien ça, là. Ça, là, c'est quoi? C'est un couteau. Hein? C'est un couteau coupant, là. Faites attention, là. Mais regardez bien ce qu'on va faire, là. On va se mettre le couteau dans les dents. Ouais? Regardez, là, les couteaux dans les dents, là, OK? Vous voyez où, là? On va se mettre des couteaux dans les dents, parce que le couteau dans les dents, c'est quoi? C'est synonyme de passer à l'action. Passer à l'action, les fruits sont là. Allez-y. On se revoit lundi, le 7 mars à 10 h, avec un autre conférencier invité. D'ici ce temps-là, le couteau dans les dents, on passe à l'action. Merci à vous tous. Merci d'être là. À bientôt.